Sharif Majdalani, Beyrouth 2020, Journal d'un effondrement, aux éditions Actes Sud. Chapitre 11, 4 juillet. Le réparateur est venu jeter un coup d'œil sur la machine à laver. Il a admis qu'il y avait un bruit. Il l'a ouverte, et là, surpris, il découvre qu'il y avait laissé un énorme tournevis responsable du cliquetis infernal que faisait la machine au rythme de la rotation de son tambour. Il a ri et m'a raconté qu'il avait un cousin dans le ventre duquel un chirurgien avait oublié un bistouri. Puis il a ajouté que c'était heureux, parce que si j'avais eu à acheter une pièce de rechange, elle aurait coûté autant que le prix que j'aurais payé il y a 6 mois pour acheter 2 machines à laver, voire 3. Je suis las de ces incessantes images par lesquelles mes compatriotes illustrent la dévaluation de la monnaie et l'inflation. Mais j'ai fait bonne figure. J'en ai même rajouté. Je lui ai rapporté qu'un peu plus tôt, à la banque, j'avais vu pour la première fois un gars avec 2 énormes sacs en plastique de supermarché bourrés de liasses de billets de banque libanais. Chapitre 12. Cet après-midi, en revenant d'accompagner Nadim, mon fils, chez un de ses amis français qui rentre définitivement dans son pays, je me suis trouvée au milieu d'une manifestation de Soudanais qui protestent contre l'apathie de leur ambassade et son peu d'empressement à les rapatrier. La plupart n'ont plus de travail ou ne gagnent plus qu'une misère à cause de la dévaluation. Ils sont apparus soudain, ils étaient plusieurs centaines, encerclant les automobiles au carrefour, non loin de leur représentation diplomatique. J'ai reconnu ceux qu'on appelle les Arabes, mais aussi les immenses Dinkas du Sud et les gars du Darfour, et c'était assez insolite. Il paraît que devant l'ambassade d'Éthiopie, les jeunes femmes licenciées ou qui ne veulent plus travailler pour si peu et incapables d'envoyer de l'argent chez elles, dorment sur le trottoir parce qu'elles n'ont plus où aller en attendant d'être rapatriées. En arrivant, j'ai observé mon concierge sri-lankais. Il était au milieu du petit jardin devant l'immeuble, dont il prend un soin méticuleux. Il a rendu leur vigueur aux gardénias, aux hibiscus. Il a adroitement taillé les néfliers. Chaque fois qu'une plante se meurt sur notre terrasse, nous la lui donnons. Et quelques jours après, nous la retrouvons, resplendissante. Ce matin, il s'occupait des rosiers. Il m'a fait penser au professeur Tournesol et à ses roses blanches, ou même, par son indifférence à la tourmente, alors que son salaire ne vaut plus rien et que les lendemains pourraient lui être encore plus difficiles, à ces poètes persans, s'occupant de leurs roseraies, tandis que les hordes mongoles s'apprêtent à déferler sur Ispahan ou Tabriz. Chapitre 14. L'effondrement du secteur de l'électricité est le plus emblématique de la faillite générale de l'État. Durant 30 ans, aucun des gouvernements successifs n'est parvenu ou n'a voulu parvenir à moderniser les réseaux et réformer l'ensemble de cette administration. Pourtant, des plans ont été proposés et l'argent souvent débloqué. Mais jamais pour résoudre une fois pour toutes le problème. Juste pour des pis-aller, en attendant une entente entre les principaux chefs des divers pouvoirs sur le partage d'un gâteau en apparence impartageable. Selon les chiffres qui circulent, 40 milliards de dollars se seraient ainsi volatilisés entre chantiers de centrales qui se sont avérées inopérantes, importations opaques d'électricité de Syrie, location à des prix incontrôlables de centrales ambulantes turques. 40 milliards de dollars qui auraient suffi à éclairer la moitié de l'Afrique et qui n'ont pas permis en 30 ans d'offrir autre chose que quelques malheureuses heures de courant quotidien à un aussi petit pays que le Liban. Entre-temps, il a bien fallu s'organiser. C'est ainsi progressivement développée une offre privée, celle des générateurs de quartier alimentant les maisons et les entreprises. Comble de l'absurde.
l'un des divers gouvernements qui se sont succédés a décidé au début de 2019 de contrôler ces entreprises privées. Autrement dit, l'État s'est mis à réglementer et à taxer un service illégal instauré pour pallier ses propres carences. Manière de reconnaître sa faillite par stupidité ou cynisme et de s'en servir pour remplir des caisses publiques vides par le fait même de cette faillite. Et depuis quelques jours, le courant a donc complètement disparu. Il n'y a plus d'argent et l'ouverture des crédits pour l'achat de mazout est devenue impossible. Quand finalement les autorités concernées en font l'acquisition, ils se volatilisent. On se demande où passe le fioul que nous achetons, déclare étonné le ministre de tutelle. Autrement dit, en plein milieu de la crise, ce qui s'est évaporé, ce sont encore quelques dizaines de millions de dollars qu'on avait réussi à trouver en raclant les fonds de caisse. Chapitre 15. 6 juillet. En début de soirée, j'ai été pris dans un énorme embouteillage en revenant de chez l'avocat avec qui je travaille au contrat d'achat de ce terrain à la montagne. Dans une voiture qui roulait au pas à ma gauche, le conducteur discutait avec véhémence en accomplissant de grands gestes, s'adressant à 3 personnes assises à l'arrière, peut-être à cause du coronavirus. Le conducteur avait baissé son masque pour être plus à l'aise dans sa diatribe ou dans l'histoire très animée qu'il racontait. Et à un moment, il a donné sans s'en apercevoir un coup dans une des manettes près de son volant et ses essuie-glaces se sont mis à aller et venir, à très vive allure, comme s'ils avaient adopté le rythme de ses propos que je n'entendais pas, ou qu'il battait ironiquement la mesure sous son nez. Cela m'a évidemment fait penser à Jacques Tati. Et j'ai aussi pensé que la conversation de l'homme devait forcément tourner autour de la crise, de son argent prisonnier de la banque, de l'inflation, du Covid-19. On ne parle que de ça, à longueur de journée, dans les salons, les bureaux, les taxis. Avant-hier, Nadim nous a demandé s'il était possible, pour 1 heure au moins, que nous ayons un autre sujet de conversation. Chapitre 16. 7 juillet. Mais finalement, de quoi puis-je être certain ? La toile de fond infernale sur laquelle se projettent nos gestes et nos activités désormais limitées, la pauvreté croissant à vue d'œil, la misère, les licenciements de masse, les suicides. Tout ça est dessiné sans fin, de manière virtuelle, par les réseaux sociaux, les rumeurs, la presse. Seul l'impact direct sur moi de ce qui se passe témoigne qu'il se passe bien quelque chose. Or, cet impact est certain. Il se ressent dans l'inquiétude, l'angoisse, l'esprit en permanence occupé par des scénarios catastrophes, des doutes soudains sur la validité des choix face à la situation, devant nos comptes bancaires vides parce qu'on a tout investi dans des achats, ces investissements même qui peut-être ne vaudront rien avant quelques années. Et alors, comment envisager notre avenir et celui des enfants dans un pays en ruine ? Lorsque je suis sur ma terrasse, en train d'écrire ces lignes, en face des montagnes, dans l'odeur des gardénias et les brassées de vent de juillet, je pourrais croire que tout est encore semblable à tous les autres juillets passés, que rien n'a bougé. Les bruits de travaux au loin et celui des cigales dans les arbres sont ceux de l'éternelle routine du monde. Les pensées optimistes alors remontent du fond où elles avaient été reléguées. Et c'est à nouveau la tentation du déni, celui qui nous a fait vivre 30 ans si joyeusement. Après tout, nous allons encore au pub, nous dînons avec nos amis, ma femme travaille beaucoup, mon propre salaire n'a pas bougé, même s'il vaut 6 fois moins qu'il y a 6 mois. Mais il suffit de sortir en journée pour percevoir l'effet érosif de la crise.
qui de proche en proche refait affluer les pensées noires. Les magasins que l'on a l'habitude de voir ouverts. Ces lieux où l'on n'a jamais mis les pieds mais qui font partie de l'environnement coutumier et que l'on trouve fermés un jour. Puis le lendemain. Puis le surlendemain. Avant que l'on comprenne qu'ils ne rouvriront plus. Les jeunes vendeurs dans les boutiques où l'on va. L'employé de banque avec qui l'on avait instauré une sorte de relation quasi amicale. Tout cela qui compose aussi un monde familier et qu'on ne voit plus à leur place, qui n'y réapparaîtront plus parce qu'ils ont été licenciés. Cela ressemble à un deuil. Un deuil feutré, presque en sourdine, répétitif, épuisant. Chapitre 17. Je revois le moment où tout a commencé, au début de l'automne passé. Il y avait déjà des rumeurs insistantes, inquiétantes. Elles portaient sur la faillite de l'État et sa possible mainmise sur les dépôts bancaires. Puis la suspicion a progressivement porté sur les banques elles-mêmes. Mais c'était comme les catastrophes lointaines, dont on lit les détails dans les journaux et dont on est persuadé qu'elles n'arriveront pas jusqu'à nous. Les derniers effets du déni trentenaire. Un matin, j'ai finalement été à la banque, mais sceptique, dubitatif, refusant inconsciemment d'admettre que le désastre annoncé était bien là. Au guichet, comme à l'accoutumée et sans aucune hésitation, avec même aussi quelque chose d'amusé, d'entendu. J'ai demandé à retirer une somme qui n'avait rien d'exorbitant. $6 000, je m'en souviens. 3 000 sur chacun des comptes d'épargne de mes enfants. Je n'en avais pas besoin, mais c'était pour me rassurer, pour vérifier que c'était possible. Je m'attendais même au sourire habituel de l'employé, et pour l'occasion, à un échange de regards complices, signifiant que nous n'étions pas dupes, ni lui ni moi, des rumeurs dangereuses qui circulaient, et que l'argent était disponible, et en quantité, comme d'habitude, naturellement. Or, au lieu de ça, j'ai entendu le jeune gars un peu embarrassé, mais cherchant à paraître naturel, comme s'il me tenait au courant d'un petit souci passager, d'un ennui technique, une panne d'ordinateur ou une embrouille à la caisse, répondre que... Hélas, ce n'était pas possible. 6 000, c'était beaucoup. Il ne pourrait pas me donner l'ensemble de la somme. Il préférait que je la sorte en plusieurs retraits, espacés, si possible. Et j'ai compris à cet instant que nous étions bel et bien entrés dans ce que je ne voulais jusque-là prendre que pour une vilaine fiction. Chapitre 20. 8 juillet. Aujourd'hui, sur la corniche de Mazra, un gros camion de la municipalité, une sorte de mastodonte portant une citerne, elle-même montée sur de gros balais rotatifs, avançait au pas, en aspergeant et en balayant circulairement et très cérémonieusement le bord du trottoir, ou plus justement, le bord des vieilles plates-bandes au milieu de la chaussée où plus rien n'était planté depuis des lustres. Un témoin de plus de l'incompétence et de la corruption des autorités municipales. Cela m'a rappelé les premiers temps de la guerre civile. Alors que des mitraillades s'entendaient pas très loin de chez nous et que de temps à autre le ronflement d'explosions faisait vibrer les murs, signe que des combats se déroulaient du côté du rond-point Taillonnet, à 100 mètres à vol d'oiseau, le gardien de nuit faisait sa ronde dans le quartier et passait sous nos fenêtres avec son uniforme, son vieux fusil à 2 coups et son sifflet. Chapitre 21. L'indexation de la livre libanaise, donc de toute l'économie, au dollar américain, et la dollarisation du marché qui s'est ensuivie ont fait que, durant des décennies, on pouvait acheter et vendre aussi bien dans une monnaie que dans l'autre, le taux de change entre les deux étant stable. Mais maintenant,
La multiplication des taux rend le quotidien littéralement surréaliste. Les écoles, les assurances, les médicaments, l'essence et même les restaurants ont conservé les cours officiels d'avant la crise. Tout le reste est variable. Si bien que lorsqu'on entre dans un commerce, on ne demande plus combien coûtent les produits en vente, mais quel taux de change y est pratiqué. C'est si absurde qu'en y réfléchissant, je m'aperçois que j'ai payé l'assurance de la maison pour l'équivalent du prix d'une bouteille de tequila, mais que l'achat d'un nouvel écran pour l'ordinateur de ma fille m'est revenu plus cher que les frais de scolarité annuels pour elle et son frère. Chapitre 22. Nous dînons sur la terrasse, avec Nadine, Paola et Camille. La dernière fois que nous avons mangé ensemble ici, c'était il y a près d'1 an, la veille du déclenchement de la révolution du 17 octobre, dont on a pensé qu'elle viendrait à bout de la classe politique. Nous évoquons souvent cette soirée où nous étalions notre scepticisme sur la possibilité d'une réaction populaire face au naufrage annoncé. Quelques jours auparavant, de gigantesques incendies dans la montagne n'avaient pu être maîtrisés parce que les Canadair neufs, acquis par le gouvernement l'année précédente, n'avaient pu décoller. Après une série de balbutiements et de justifications absurdes, il était apparu que l'ensemble du budget destiné à la maintenance de ces appareils avait disparu, s'était volatilisé. Aucun responsable n'avait été inquiété. Mais une semaine après, pour une autre raison, bien plus futile, l'insurrection populaire démarrait. Nous en sommes loin ce soir, même si certains pensent que la braise couve sous les cendres. Une brise se lève de temps à autre. Un croissant de lune, plus fin qu'une lame de cimeterre, semble poser sur les branches de l'araucaria, en face de nous, dont Pierre Michon m'a appris, il y a quelques années, qu'on l'appelle désespoir des singes, à cause du piquant de ses branches. J'ai rapporté cette information à Jean Rollin, un soir qu'on veillait là, avec Christophe Boltanski et ma femme. C'était la guerre de 2006. Rollin était à Beyrouth pour le Nouvel Observateur et pour son livre sur les chiens errants, et Boltanski pour Libération. À quelques centaines de mètres, commençait la banlieue sud et les quartiers du Hezbollah, plongés dans l'obscurité la plus totale. Ce qui faisait de la terrasse illuminée où nous veillions comme le dernier point habité du monde, avant les ténèbres et le silence. Ce soir, il n'y a ni guerre, ni destruction. Mais l'absence d'électricité donne la même impression de ténèbres. Pourtant, un réverbère inexplicablement éclairé dans la rue, insolite, fait jaillir au cœur de l'obscurité les couleurs pourpres, roses, rouges et mauves d'un grand bougainvillier. Les générateurs ronronnent dans le fond de la nuit, couverts par les éclats de voix de nos conversations. Un coup de vent bienfaisant passe et se lève alors la voluptueuse odeur des gardénias. Chapitre 23. En revenant, après avoir raccompagné Camille, qui était à pied, j'ai vu des manifestants à l'extrémité de l'avenue qui mène sur le pont du Ring. C'est l'un des points de ralliement des protestataires. Ils n'étaient pas nombreux, mais il arrive qu'un coup de sang mette soudain à nouveau des milliers de personnes dans la rue, à partir de la tombée de la nuit. On coupe les routes, on brûle des bennes à ordures. La dernière fois, il y a 2 semaines, nous y étions, ma femme et moi, comme chaque fois. C'était un rassemblement spontané qui a ensuite fait tache d'huile dans plusieurs autres points du pays. Et j'ai été étonnée, une fois de plus, de retrouver au milieu de la foule des drapeaux et des haut-parleurs le marchand d'épis de maïs et de café, avec sa devanture ambulante miniature enguirlandée posée sur l'avant de sa motocyclette. Quelques mois plus tôt, lorsque les très grandes manifestations s'achevaient la nuit en heurts avec la police et les supplétifs du président du Parlement,
Ce marchand restait sur le terrain, se déplaçant juste au gré des charges des forces anti-émeutes et du reflux des manifestants. Et il n'était pas le seul dans ce cas. Il y avait entre autres ce vendeur d'eau, un petit garçon pugnace qui demeurait sur place, même lorsque les bombes lacrymogènes pleuvaient et que les jeunes gens entièrement encagoulés pour dissimuler leurs yeux et leurs nez se dispersaient en courant. Lorsqu'ils se regroupaient pour avancer à nouveau, au milieu de la fumée blanche, des cris et des tirs, le petit garçon ressurgissait, comme un djinn improbable, ou comme s'il était dans une fête foraine. Les packs de bouteilles à bout de bras, et proclamant, dans la confusion générale, la brume artificielle et l'ambiance de bataille. De l'eau fraîche. De l'eau fraîche. Qui veut acheter de l'eau fraîche? Qui veut acheter de l'eau fraîche? Nous continuerons cette lecture le samedi 28 novembre à 22h. À bientôt. Bonjour, Skander Miki à la guitare, moi-même Majd Mastoura. On a fait une sélection de textes du poète palestinien Mahmoud Darwish et du poète tunisien Salah Garmadi que je vais lire en français et en arabe, accompagné par Skander. On va commencer avec un poème de Mahmoud Darwish, Anta mundu al-ana ghayruk. هل كان علينا أن نسقط من علو شاهق ونرى دمنا على أيدينا لندرك أننا لسنا ملائكة كما كنا نظن؟ وهل كان علينا أيضا أن نكشف عن عوراتنا أمام الملأ كي لا تبقى حقيقتنا عذراء؟ كم كذبنا حين قلنا نحن استثناء. أن تصدق نفسك أسوأ من أن تكذب على غيرك. أن نكون ودودين مع من يكرهوننا وقساة مع من يحبوننا، تلك هي دونية المتعالي وغطرسة الوضيع. أيها الماضي لا تغيرنا كلما ابتعدنا عنك. أيها المستقبل لا تسألنا من أنتم وماذا تريدون مني، فنحن أيضا لا نعرف. أيها الحاضر تحملنا قليلا فلسنا سوى عابري سبيل ثقلاء الظل. الهوية هي ما نورث لا ما نرث، ما نخترع لا ما نتذكر. الهوية هي فساد المرآة التي يجب أن نكسرها كلما أعجبتنا الصورة. تقنع وتشجع وقتل أمه لأنها هي ما تيسر له من الطرائد، ولأن جندية أوقفته وكشفت له عن نهديها قائلة: هل لأمك مثلهما؟ لولا الحياء والظلام لزرت غزة دون أن أعرف الطريق إلى بيت أبي سفيان الجديد ولا اسم النبي الجديد. ولولا أن محمدا هو خاتم الأنبياء
لصار لكل عصابة النبي ولكل صحابي ميليشيا. أعجبنا حزيران في ذكراه الأربعين: إن لم نجد من يهزمنا ثانية هزمنا أنفسنا بأيدينا لئلا ننسى. أنا والغريب على ابن عمي، وأنا وابن عمي على أخي، وأنا وشيخي علي. لا أخجل من هويتي فهي ما زالت قيد التكوين، لكني أخجل من بعض ما جاء في مقدمة ابن خلدون: أنت منذ الآن غيرك، أنت منذ الآن غيرك. أنت منذ الآن غيرك. Salah Garmadi, conseil au mien pour après ma mort. Si parmi vous un jour je mourrai, mais mourrai-je jamais? Ne récitez pas sur mon cadavre des versets coraniques, mais laissez-les à ceux qui en font commerce. Ne me promettez pas 2 arpents de paradis, car je fus heureux sur un seul arpent de terre. Ne consommez pas le 3e jour après ma mort le couscous traditionnel. Ce fut là, en effet, mon plat préféré. Ne saupoudrez pas ma tombe de graines de figue pour que les picorent les petits oiseaux du ciel. Les êtres humains en ont plus besoin. N'empêchez pas les chats d'uriner sur ma tombe. Ils avaient coutume de pisser sur le pas de ma porte tous les jeudis, et jamais la terre n'en trembla. Ne venez pas me visiter 2 fois par an au cimetière, je n'ai absolument rien à vous recevoir. Ne jurez pas sur la paix de mon âme en disant la vérité, ni même en mentant. Votre vérité et vos mensonges me sont choses égales. Quant à la paix de mon âme, ce n'est point votre affaire. Ne prononcez pas le jour de mes obsèques la formule rituelle: il nous a devancés dans la mort, mais un jour nous l'y rejoindrons. Ce genre de course n'est pas mon sport favori. Si parmi vous un jour je mourrai, mais mourrai-je jamais? Placez-moi donc au plus haut point de votre terre et enviez-moi pour ma sécurité. إذا مت مرة بينكم وهل أموت أبدا فلا تقرأوا علي الفاتحة وياسين واتركوهما لمن يرتزق بهما ولا تحلوا لي في الجنة ذراعين فقد طاب عيشي في ذراع واحد من الأرض ولا تأكلوا في فرقي المقرونة والكسكسي فقد كان أشهى أطعمة حياتي ولا تذروا على قبري حبوب التين لتأكلها طيور السماء فالأحياء بها أولى ولا تمنعوا القطط من البول على ضريحي فقد اعتادت أن تبول على جدار بيتي كل يوم خميس فلم تزلزل الأرض زلزالها ولا تزوروني كل سنة مرة فليس لدي ما به أستقبلكم ولا تقسموا برحمتي وأنتم صادقون ولا حتى وأنتم كاذبون
فصدقكم وكذبكم عندي سواء، ورحمتي لا دخل لكم فيها. ولا تقولوا في جنازتي أنتم السابقون ونحن اللاحقون، فليس هذا السباق من رياضاتي. إذا مت بينكم وهل أموت أبدا. إذا مت بينكم وهل أموت أبدا. إذا مت بينكم وهل أموت أبدا، فضعوني في أعلى مكان من أرضكم واحسدوني على سلامتي. أبو نواس: يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم. أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء، وجميل عفوك ثم إني مسلم. يا رب عظمت ذنوبي كثرة، ولقد علمت بأن عفوك أعظم. يا رب إن كان لا يرجوك إلا محسن، إن كان لا يرجوك إلا محسن، فمن يلوذ ويستجير المجرم. يا رب
فمن ذا يرحم يا رب ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم يا On va revenir à Mahmoud Darwish, en français cette fois-ci, avec un premier texte intitulé « Mon père ». Il ignora la lune, se pencha pour étreindre la terre, invoqua un ciel sans pluie et m'interdit de voyager. Les éclairs ont embrasé ces vallées. Mon père y élevait des pierres depuis les temps anciens et créait les arbres. De sa peau jaillissait la rosée et ses mains enfeuillaient les branches. Alors l'horizon en pleurs chanta, Ulysse était un preux, et dans la maison il y avait pain, vin et couverture, et chevaux et chaussures. Et mon père m'a dit une fois qu'il priait sur une pierre, ignore la lune et garde-toi de la mer et des voyages. Le jour où Dieu flagellait son serviteur, j'ai dit, ô gens, devrons-nous blasphémer ? Alors mon père fit craquer ses poignets et me raconta, dialoguant avec la souffrance, Job loué, le créateur des vermisseaux et des nuages. La plaie a été créée à mon intention, non pour les morts ou les idoles. Laisse donc les plaies et la douleur et assiste-moi dans les regrets de mes fautes. Un astre passa à l'horizon, descendant, descendant. Ma chemise était entre feu et vent. Et mes yeux pensaient à des dessins sur le sable. Et mon père a dit un jour, celui qui n'a pas de patrie n'a pas de sépulture.
m'interdit de voyager. À ma mère. J'ai la nostalgie du pain de ma mère, du café de ma mère, des caresses de ma mère. Et l'enfance grandit en moi jour après jour, et je chéris ma vie, car si je mourais, j'aurais honte des larmes de ma mère. Fais de moi, si je rentre un jour, une ombrelle pour tes paupières. Recouvre mes os de cette herbe baptisée sur tes talons innocents. Attache-moi avec une mèche de tes cheveux, un fil qui pend à l'ourlet de ta robe. Et je serai peut-être un dieu. Peut-être un dieu si j'effleurais ton cœur. Si je rentre, enfouis-moi, bûche dans ton âtre, et suspends-moi, corde à linge, sur le toit de ta maison. Je ne tiens pas debout sans ta prière du jour. Je ne tiens pas debout sans ta prière du jour. J'ai vieilli. Ramène les étoiles de l'enfance et je partagerai avec les petits des oiseaux le chemin du retour au nid de ton attente. Merci Skander. Merci. J'aime te lire, Zulekha, et voir ma langue se désaccorder de loin en loin. Entendre un accent, des intonations, des tournures de phrases, nouvelles, inouïes, parce que tu es arrivé seul dans la langue française et tu en fais ce que tu ressens. Il faut dire que l'algérien aussi, tu me le fais entendre autrement. Oran, Alger, nous n'avons pas le même langage. Ananshtah, untitoroksi. Mais il me semble, Zulekha, qu'on se ressemble. D'une certaine manière, peut-être que nos mots sont tournés dans la même direction. J'ai l'impression qu'en te connaissant plus, je me connaîtrai moi-même, en deçà de la mer qui nous sépare, par-delà nos cultures qui nous rapprochent. Je trouve peut-être cela rassurant de me reconnaître en toi. Je cherche peut-être des points communs, là où il n'y en a pas. Entre ces deux rives, j'ai toujours eu peur de me perdre, Zulekha. Peur de n'être plus algérienne. Pour être algérien, il faut avoir souffert. Moi, j'ai fui. Avant que la décennie noire ne s'achève, on a fui. J'ai peur de ne pas être assez française non plus ou de l'être trop. Je souffre du déchirement et je me rends compte que nous sommes beaucoup. Comme d'autres, mes identités me meurtrissent. Et toi alors, te reconnais-tu en moi? L'entends-tu, cette mélancolie? J'utilise de grands mots, Zulekha. Je ne vais pas faire plus long pour ce premier courrier. J'ai hâte de t'entendre. Quelque part, je me reconnais dans la mélancolie que tu décris, la mienne, dans la peur de ne plus être fidèle à l'identité des miens. Je me reconnais dans les textes avortés, les mots barrés, ceux qui racontent l'incertitude et les tentatives échouées de se dire aux autres. Je me reconnais en toi, la mienne, et je cherche à me reconnaître dans d'autres aussi. Je force les miroirs du destin parce que j'ai peur de me sentir seule dans ce que je suis. La nuit,
La nuit n'est pas pénible. Les pas qui s'entendent dans le silence ne remuent plus personne. Plus de souffle, plus de chuchotement, ni souvenir, ni peur. Le vent a tout soulevé. Tout le monde sait que les péchés qu'il cherche à lui coller ne sont pas les siens, qu'elle n'y croit plus, qu'elle prend sur elle pour que ses traits ne s'effacent pas de leurs yeux. Moi, je sais qu'elle vit sur la pointe des pieds, que son torse est constamment en danger, que sa mère ne reconnaît plus ce qu'elle a porté. La mienne, il faut la craindre, l'aimer en même temps, respecter ses sacrifices, avoir peur d'elle, peur pour elle, appréhender son chagrin et lui être redevable éternellement. Quand je m'ennuie, j'aime regarder ma mère peler ses lèvres, tantôt de ses doigts, tantôt de ses dents, le regard lointain, les cheveux en chignon, noirs, longs, sans aucun cheveu blanc. Elle lutte contre le temps à coups de teinture et de crème antiride. Ses vergetures, ses taches noires, ses cicatrices, tout m'appartient, tout est de ma faute. J'ai constamment envie de m'excuser, de la rassurer, de lui dire « Tu sais, ce n'est pas grave, une fille qui échoue. » Mais je ne sais de sa douleur que ce que ses soupirs en disent. Ses yeux sont plus grands que moi, plus forts que moi, plus doux que moi, plus avertis que moi. Un regard suffit, tête légèrement penchée d'un côté, sourcils relevés, mâchoire serrée. Aucun moyen de tenir sur mes pieds. Le vent a tout soulevé, tout le monde sait. Et on continue à s'aimer. Il brûle dehors. Quand la 13e heure revient, c'est toujours la même heure qui revient. Dans les rues, le soleil fait froncer tous les sourcils. Il est l'heure du dor. Il est l'heure de la sieste. Les bouches sont encore lourdes de saveurs. Les corps, eux, alourdis par les nourritures. On occupe les ombres de l'appartement, plongé dans l'obscurité des volets tirés. L'appartement est traversé en son milieu par un couloir carrelé, une longue ligne droite qui dessert plusieurs pièces. Le mur est blanc, le plâtre est froid. Les femmes s'y reposent, délaissant leurs couches trop chaudes et les pièces exposées à la lumière. Photographie. Ma grand-mère, allongée en travers, tête contre plainte, une tangente. Ses formes, son corps, des collines, des montagnes, du relief sur mon sol. Elle rit doucement. Son corps gentiment secoué. C'est un séisme. Et puis cette autre femme, assise dos au mur, un genou relevé, un pic. L'autre cuisse est nue, détendue sur le sol. Sa peau se rafraîchit au contact du carrelage cru. Sa robe relevée, coincée sous l'élastique d'un sous-vêtement qu'on devine. Sa blancheur, un spectacle spectral, de cette peau interdite au soleil du dehors, interdite au regard. Sa lumière me hante encore. Elle a son visage qui se fend en deux. Se fend en deux à rebours de toutes les souffrances comme un cri de survie, un cri qui crible mon oreille et mon cœur. Je dois la raconter, cette femme, même si mon père risque de regarder ailleurs. Qu'il se rappelle alors que j'ai hérité tout cela de lui. Mon obsession des langues, la mélancolie d'Alger, la passion large pour la mer et l'amour inconditionnel pour maman. J'aimerais qu'il puisse les lire, ces lignes. Je me dépêche de les écrire alors. J'aimerais qu'il les lise et qu'il lève les yeux au ciel pour essayer de faire redescendre les larmes en lui, comme il le fait toujours. En vain, puisqu'elles finissent par déborder ses cils immenses et étrangler sa voix. Il ne voudrait pas que j'en parle car c'est l'intimité. C'est Mama, celle dont il ne veut jamais prononcer le nom. Il cherche toujours des collocations, des périphrases, des tournures compliquées. Il louvoie parce qu'il ne veut pas, parce qu'il ne peut pas l'appeler par ce nom que tous les autres connaissent. Il est pourtant joli, son nom. Lila. C'est la nuit en arabe et le mot qui fleurit en français. Dis-moi, Lamia, Terego, ça veut dire quoi? Terego, c'est Victor Hugo, ça. L'avenue Victor Hugo. Et mettre en pièces détachées, c'est pièces détachées, ha? Oui.
On lui a dit les mots, tu sais, ici, on les malaxe, on les transforme. On leur donne des autorisations de désobéir et en prime, quelques super-pouvoirs. C'est comme ça qu'elle est tombée en amour avec ce qu'on appelle le dialecte algérien. Elle est tombée dedans quand elle était toute petite. La magie opère à chaque fois, chaque visite. Mais elle reste à l'orée de sa langue maternelle, comme on reste à l'orée du bois. Algérie, articulation. Algérie, articulation. Les mots sont prononcés avec 70% d'exactitude. À l'œil nu, à l'oreille vierge, ça fera l'affaire, si t'as la bonne attitude. Là-bas, ça ne trompe personne. Elle écoute un chanteur qui demande pourquoi. Le sort l'a jeté là où il est. Malgré tout, Bladine habbek. Malgré tout, Bladi nebrik. Si la sécheresse s'est emparée de nos déserts, ne la laissons pas appauvrir nos cœurs. Les hittistes la regardent en une rangée étrangère. Elle m'est étrangement familière. Elle a écrit des blessures qu'elle pensait ne jamais dépasser. Elle pensait ne jamais avoir sa liberté, devoir laisser à la nuit sa part de vérité. Tout cela est loin aujourd'hui. Tout cela est loin. Ses choix ont été faits. Elle ne passe plus de main en main. Elle existe, sans regard posé sur elle. Elle est belle, même quand on ne lui dit pas. Tout a été brisé. Le silence s'est levé et les mensonges qui lui ont permis jusque-là d'exister ont fini par crever. Avant, ses nuits étaient bavardes, les matins l'arrachaient à ses draps bleus avec seulement quelques miettes de sommeil. Un rêve récurrent, des yeux creusés par les cernes et des bâillements qu'elle étouffait ensuite face au regard des autres. Qui a divisé la nuit ? Qui a divisé la nuit ? Qui en a fait un danger ? Elle en voulait à ceux qui interdisaient ses pas en fonction des couleurs du ciel. La haine en elle était prête à les faire payer. Mais c'est le mal en eux qui a fini par les brûler. Photographie. Sa mère, debout, valise en main et sourire timide. Un texte au dos. Je pars enfin. Je voulais te parler une dernière fois. C'est plus facile pour moi de savoir que tu ne me répondras pas. Je prie pour toi et tu me manques. Je sais que tu m'en veux, que tu penses que j'ai trahi tes principes. J'ai voulu faire honneur aux miens. La nuit m'attire beaucoup trop. Je ne peux pas restreindre ma présence à des heures qui ne me parlent pas. Silence. J'aimerais bouillir, j'aimerais me fondre dans la Méditerranée, voyager par les biais des vagues, échouer sur le sable chaud, me faire absorber puis me renouveler et repartir vers les fonds accompagnés de ces sachets bleus qui peinent à se dégrader et qui cherchent comme moi à fusionner leurs couleurs au bleu de la mer ou du ciel encore, peu importe. Le plus important est de changer définitivement de décor et de partir découvrir ces lieux où nous serons les seuls déchets. Dans la pièce à 3 murs, au centre précisément, dans la pièce à 3 murs, l'horizon était total. Assise, elle ne voyait plus que le ciel. Elle ne voyait qu'une découpe du ciel rectangulaire, mais profonde. Une entaille aussi large que pouvait l'être la liberté. Elle y restait des heures en contre-plongée, dans le bleu. Puis, les années ont passé, et la guerre. Ils ont déménagé, et elle quitta sa première pièce à 3 murs, qui ne la quitta pas pourtant. Assise de nouveau, mais dans une pièce à 4 murs, il ne restait plus du ciel qu'un carré traversé par du bois vertical et horizontal, des barreaux à sa fenêtre. Elle n'avait plus que quelques bouts de ciel, mais elle restait à les contempler, sachant qu'il existait encore cette liberté bleue et rectangulaire de son enfance. Puis le temps passait, et on avait enlevé les persiennes qui s'ouvrent comme 2 bras sur le monde pour mettre des volets roulants. On baissait les volets. On lui baissait les volets tous les jours comme on baisse les paupières. On l'a forçait à plisser les yeux et ne plus les laisser grands ouverts parce que ses yeux étaient beaux. Elle devait fermer les yeux parce qu'elle était leur prunelle. On lui demandait de fermer les yeux pour ne pas qu'elle les brûle à la lumière du soleil. On lui demandait de fermer les yeux pour ne pas qu'elle ait le regard trop grand.
Alors son monde s'obscurcissait, sa poitrine se nouait et les larmes. Elle détournait peu à peu les yeux du trop petit bleu qui lui restait pour les plonger dans les livres. Elle y retrouvait le rectangle de l'enfance. En beaucoup plus grand, elle comprenait que le ciel était plus que le rectangle, elle y trouvait la profondeur du ciel et qu'il est infini, elle se prouvait qu'il existait toujours ce ciel qu'on lui dérobait alors. Elle lisait. Elle lisait. Parfois, on lui disait encore « Attention à tes yeux, ne lis pas de trop près, ne lis pas autant, qu'est-ce que tu lis encore? Il y a des mensonges dans les livres. » Mais elle continuait de creuser le ciel dans ses yeux, de parcourir les mots bleus. Elle lisait, dos contre la fenêtre, et ses oreilles continuaient d'entendre la liberté dehors, la liberté des autres, la liberté de ceux qu'on laissait regarder les yeux grands comme ça. Elle entendait leur voix, reconnaissait ceux qui passaient en bas, qui jouaient, reconnaissait la voix de ses amis et de ses frères dont les pupilles pouvaient palpiter au grand jour. Et cette musique bleue rendait son cœur marron. Triste, elle croyait encore les entendre, les voix des autres, quand, grande, elle avait de nouveau sa pièce à 3 murs et l'horizon grand devant elle entendait encore les échos du passé, elle sentait encore la blessure marron dans son cœur, elle cherchait encore le ciel volé entre les lignes. Nous nous tenions, l'une et l'autre, équilibristes, les pieds sur terre et les yeux dans l'eau. Chacune sur une rive, nous nous renvoyions la lumière de nos sourires et le bleu de nos idées interdites. Aujourd'hui, que nos regards se sont croisés, la chaleur de nos mains tendues nous rappelle que nous sommes l'une et l'autre, que nous sommes une et bien d'autres. Nous sommes celles sur qui suspicion et doute s'étendent, celles qui s'imaginent à la place de ceux qui peuvent, celles qui s'acharnent à revivre les souvenirs heureux, celles qui s'acharnent à respirer fort l'air que d'autres pensent à eux. Bonsoir à tous. Merci de n'être pas venus si nombreux, puisque confinement, reconfinement oblige, il était bien plus sûr de faire cette soirée à distance, mais ce n'était pas ça qui allait nous empêcher d'enregistrer pour vous ce soir des poèmes de ce recueil d'Abdelatif Labi, qui est le dernier recueil, qui s'appelle « Presque rien », accompagné de Lola. Vers l'autre rive,
Je sais où conduit ce chemin tracé par la main d'acier, trempé dans la forge des ténèbres. Ce que signifient ces murs d'eau gelée et d'argile, ce vide mesurable et palpable, cette lumière déclinante, évadée du mirage, cet air que l'on ne peut respirer qu'à moitié, ces douleurs qui cultivent leur férocité dans l'avers et le revers du corps. Je sais où la houle muette m'entraîne. Je devine les récifs de l'autre rive, là où la nuit n'engendre plus le jour, là où les yeux, ouverts ou non, cessent de voir. Le roman de l'exil, le roman de l'exil. Je le croyais clos. J'avais même fait relier ces volumes et les avais rangés en haut de ma bibliothèque, là où je ne peux les atteindre qu'en grimpant sur un escabeau. Aujourd'hui, je me demande s'il ne faudrait pas ouvrir de ce roman un nouveau chapitre. Pour ajouter quoi? Un tourment tout frais au tourment périmé? Une blessure vivante, bien saignante, aux blessures mortes et enterrées? Attention, terrain glissant, sable mouvant, le roman de l'exil ne peut pas avoir de dénouement. À le relire, on en retire un arrière-goût d'amertume, un goût d'inachevé. Et l'on se surprend vite à fredonner l'air, à balbutier les paroles de la litanie qu'on avait cru oublier, celles de tous les déchirements. Ah, heureux les quiets, les tièdes, les résignés, les étrangers au tumulte de la passion. Heureux les dilettantes, les désœuvrés, ceux qui ont le temps, l'argent et l'ennui pour seul désagrément. Heureux les gens de la mesure, de l'équilibre, de la raison gardée, les satisfaits, les bien portants. Heureux les sédentaires, les héritiers, les bien assis, les enracinés, les possédants. Heureux les patriotes, les fiers d'appartenir, les agités du drapeau, les égosillés de l'hymne. Heureux les habitués du bar, de la mosquée, du stade, et autres opiums diablement efficaces pour inoculer l'instinct du troupeau, le bacille de la meute. Heureux les spectateurs, les sectateurs du divertissement, ceux qui savent prendre du bon temps, voyager en groupe, échanger sur Internet photos, petites joies et découvertes. Heureux ceux qui tirent leur épingle du jeu, qui ne sont ni pour ni contre, ni avec ni sans. Ceux qui observent scrupuleusement l'hygiène de l'indifférence et adaptent à leur couardise le principe de précaution. Heureux les débrouillards, les simulateurs, les vils et les veules, ceux qu'aucun malheur n'atteint, aucun drame n'ébranle, et qui arrivent toujours à survivre, comme les cafards, aux cataclysmes humains et naturels. Heureux les crédules, les âmes simples, les perdants dont l'univers se réduit à leur case entorchie, à la natte sur laquelle ils sont accroupis ou affalés, à la bouchée de pain qu'ils obtiendront ou non à la fin de leur journée. Heureux ceux qui réussissent à abolir la souffrance, les émotions, les questions, ceux qui en ont fini avec les sentiments et à leur tête la dévoreuse, la redoutable nostalgie. Heureux ceux qui ne se sentent ni responsables ni coupables, jamais, ô grand jamais, ceux qui sont capables de soumettre l'exigence du bien aux nécessités du mal,
de jouer avec les mots comme le chat joue avec la souris avant de l'écrabouiller. Heureux les étrangers de naissance, conçus par la vie sous X ou Y, les errants prodigues, hantés par l'ailleurs, sains et saufs des tribulations et perversités de notre monde. Heureux les arbres, les cailloux, les grains de sable, les tombes, les vieilles maisons, les crapauds, les vers de terre, qui se sentent chez eux où qu'ils se trouvent et prêchent en silence le détachement. Ah, heureux les malheureux qui mettent un point d'honneur à n'émettre aucune plainte, aucun soupir, et continuent à trimer au fond de quelques cercles de l'enfer d'ici-bas. Pour celui qui l'écrit, le roman de l'exil est un fardeau. Et quand bien même il serait une source, celle-ci ne lâche qu'une eau lourde, peu profitable à l'assoiffé, aux vagabonds incorrigibles, aux coutumiers du désarroi. L'exil est assez proche de la torture. Celui qui l'a vécu dans sa chair et son esprit est forcément pudique. Et quand il est obligé d'en parler, c'est d'instinct qu'il s'arrête, au bord du précipice, aux abords de la fournaise, à la frontière de la raison. Il sait, ô combien, que c'est cette pudeur qui le sauve.
Les nouvelles du jour sont épouvantables, comme celles d'hier et de l'avant-veille. À l'instar des abris anti-aériens, des abris anti-nucléaires, il devrait y avoir des abris anti-atrocités, anti-désastres, anti-matraquage de discours, de sons et d'images. Des abris anti-mensonges flagrants, bassesse, veulerie et langage ordurier. Il devrait y avoir des abris anti-haine, anti-désespoir, des havres, les plus modestes soient-ils, où il fait bon se retrouver entre personnes de bonne compagnie pour partager un moment de silence. Et si le ventre crie famine, une galette et quelques olives, le temps que le cauchemar passe, avant de sortir et reprendre une vie normale. Sisyphe médusé, c'est une source née sur une planète d'une galaxie lointaine, et c'est en rêve qu'on s'y désaltère. C'est une femme, un pur esprit, à l'image de l'œil nu dessiné au milieu de la paume. C'est un grain de sable touché par la vie, s'adonnant à la rêverie d'avant la conscience. C'est un fruit de l'imagination inépuisable de l'arbre. C'est un Dieu comestible en temps de guerre et de famine. C'est la part du pauvre, de l'absent, de l'égaré, du mal aimé. C'est une attente sans fenêtre, sans étoile entre les yeux, sans la pipe qui n'est pas une pipe du peintre. C'est le chemin perdu, retrouvé et de nouveau perdu. L'illusion parfaite, ardemment désirée. C'est le livre conçu jusqu'au moindre détail et qui jamais ne s'écrira. C'est le portrait en quelques traits et qui touche à l'essence. C'est le blanc, sans rajout d'aucune autre couleur, aussi éloquent que le noir. C'est le sang arc-en-ciel qui jaillit à flots des veines et remplit la moitié vide des mots. C'est l'arbre premier, couvert d'oiseaux en prière, qui a poussé à l'emplacement du nombril. C'est une maison à l'abandon, un totem nu, bercé par les vagues, la tête nimbée d'étoiles. C'est une tombe à l'écart du pays des passions, un trou de plus dans l'écumoire de la mémoire, un pied de nez au charognard. C'est lui qui n'ose plus parler de peur d'en arriver à se prendre en pitié. C'est elle qui se mesure à la fontaine d'où jaillit la lumière, à la houle qui propage le règne de la nuit. C'est nous qui nous retrouvons au milieu du gué, encore et encore. C'est Sisyphe médusé qui voit le rocher lui échapper des mains et voler dans les airs. C'est une autre nuit d'insomnie, un champ de bataille devenu familier, où le désir de vaincre n'est ni plus ni moins ardent que celui d'être vaincu. C'est rien, ajouté au rien, un leurre tout au plus, pour désorienter le fauve du désespoir. La voix maudite. La voix maudite, je l'entends venant de moi à moi. Elle me dit ces choses cruelles avec ces mots que j'avais bannis de ma bouche. J'ai fait le tour de l'espoir et encore plus celui du désespoir. Vivre avec la conscience qui est la mienne fait mal. Dès que je m'endors, je me retrouve dans la même salle de torture et mes bourreaux sont tantôt des inconnus, tantôt des proches.
Une bête monstrueuse me tire par les pieds et m'entraîne vers la nuit inexplorable. À chaque étape de ma vie, j'avais hâte de passer à la suivante. Ce n'est pas maintenant que je vais contrevenir à la règle. Que n'ai-je les recours du croyant, ses refuges, le cloître, la grotte où consommer la séparation, oublier d'avoir eu nom et prénom, ascendance et descendance, d'avoir vécu à telle sale époque, me coucher à même le sol comme au bon vieux temps de la prison, me contraindre au silence jusqu'à la fin de mon temps. La voix maudite, je n'ai pas d'autre choix que de l'écouter. En faisant mal, elle me fait du bien. Je n'ai plus besoin de me regarder dans un quelconque miroir. Les abîmes miens que j'ai scrutés sont plus propres et plus loyaux. Un poète devrait mourir jeune, sinon... regret. J'ai caressé au plus intime les rêves les plus farouches, harcelé l'indicible pour lui arracher quelques confidences et suis parvenu à entr'ouvrir la porte du grand mystère. Mais, imprévoyant comme je suis, roi des inconscients, je n'ai jamais pensé à prendre la moindre note, à gribouiller le plus petit dessin. J'avais en horreur les penses bêtes et me fiais trop à ma mémoire, la traîtresse. Une vie pleine de trous, selon l'expression de l'un de mes prédécesseurs, des cases manquantes, des chaînons arrachés ici et là par une main haineuse, devrais-je dire ennemie? Une vie que l'on doute sincèrement d'avoir déjà vécue, tant elle semble embryonnaire, voire hypothétique. Je parle de quoi? De qui, là? Alors oui, des regrets, j'en ai à l'appel. Des exemples. Eh bien, ne pas avoir, ne serait-ce qu'une fois, une seule et unique fois, répondu à la violence par la violence.
n'avoir mangé que la moitié de la pomme et n'avoir bu pour la faire passer que la moitié du verre. Ne pas avoir été en amour davantage conquis que conquérant, plus inspiré, à l'écrit comme à l'oral. Ne pas avoir été suffisamment riche pour mépriser en connaissance de cause les richesses. Ne pas avoir été suffisamment pauvre pour accéder à la dignité parfaite du dénuement. N'avoir rien préparé pour accueillir honorablement la vieillesse. Une maison sans trop d'escaliers, posée sur un voilier toujours appareillant. Un jardin aménagé dans la pure tradition érotique arabe. Un genou de substitution. Et 1000 fioles des parfums disparus de l'enfance. Ne pas avoir appris quand il était encore temps les langues qui aujourd'hui me manquent quand je veux m'adresser à l'étoile d'origine, à mes frères volatiles et quadrupèdes, à l'esprit de Rita ou de Sahel, à mon sosie disparu en bas âge. Ne pas avoir écrit le livre des livres où j'aurais mis tout sans dessus-dessous, donné libre cours aux hérésies que j'ai à peine effleurées, aux malédictions que je n'ai distribuées qu'avec parcimonie, où ma langue, entièrement dénouée, n'aurait épargné dans un ultime réquisitoire rien, ni personne, à commencer par moi-même. Ne pas avoir composé avec l'effroyable, la truculente matière de mes prisons, une nouvelle comédie humaine. Tiens, ne pas avoir eu la témérité de m'évader de prison pour faire la nique aux tyrans et vivre jusqu'à l'ivresse de la folie les 8 ans et demi qu'il m'a volés. Ne pas avoir réussi, malgré toutes mes pétitions de foi, mes plaidoiries, à écrire pour de bon en langue arabe. N'avoir jamais su jouer d'un instrument de musique, fût-ce du petit tambourin que les conteurs publics ajustent sur l'épaule et tapotent de 2 doigts pour ponctuer leurs récits. Ne pas avoir commencé à peindre dès le plus jeune âge. Ne pas avoir vécu au lieu d'en rêver et d'en faire rêver une vie de rechange qui se serait passée pour moi, on l'aura deviné, quelque part en Andalousie. Et peu importe l'époque, n'avoir jamais eu le courage d'envoyer paître, sans autre forme de cérémonie, les solliciteurs sans pitié, les médisants de faible envergure, les malades de ne pas être, les admirateurs suivant la rumeur, les lecteurs sans preuve, les amis au cas où, les tueurs de beauté dans l'œuf, les journalistes faute de mieux, les politiciens morts-vivants, plus sales, moins utiles que des serpillères. N'avoir eu que si rarement l'occasion de dire oui, alors que je n'ai cessé de dire non. Non et non, sur tous les tons. Fin, plus près de la terre, celle d'en bas, plus près de l'arbre, celui d'en haut, un pied dans la fosse du néant, l'autre sur la première marche de l'infini. Dans la tête, le refrain d'une vieille rengaine. Entre les mains, rien. Devant, derrière, un mur de séparation. En vue, le lit sordide de la mort. Fin. Ouf. Supplément.
Le poète s'en va, d'un pas assuré, la rage au ventre, le sourire aux lèvres, l'index encore pointé sur le mal, les yeux toujours gourmands, et tralala. Adieu, poète. Et après tout, merci. Bon voyage à cette destination que tu as choisie. Nulle part l'appelles-tu. Ni pays, ni planète, ni galaxie. Une chose, un espace, un désir de ton invention et sur lesquels tu n'as pas cessé d'entretenir le mystère. Le roi Shahryar, persuadé qu'il n'y avait pas une femme sage, pour prévenir les infidélités de celles qu'il prendrait à l'avenir, résolut d'en épouser une chaque nuit et de la faire étrangler le lendemain matin. Son grand vizir, qui était malgré lui le ministre de si horribles injustices, avait 2 filles, dont l'aînée s'appelait Scheherazade. Un jour, elle lui dit: « Mon père, puisque par votre entremise le sultan célèbre chaque jour un nouveau mariage, je vous conjure de me procurer l'honneur de sa couche. J'ai dessein d'arrêter le cours de cette barbarie que le sultan exerce sur les familles de cette ville. » Le père, poussé à bout par la fermeté de sa fille, se rendit à ses importunités. Et quoique fort affligé de n'avoir pu la détourner d'une si funeste résolution, il alla dès ce moment trouver le roi Shahryar pour lui annoncer que la nuit prochaine, il lui mènerait Scheherazade. Voilà, c'est là que nous en étions. Le sultan en fut fort étonné du sacrifice que son grand vizir lui faisait. « Comment avez-vous pu, lui dit-il, vous résoudre à me livrer votre propre fille ?»« Sire, lui répondit le vizir,
Elle s'est offerte d'elle-même. La triste destinée qui l'attend n'a pu l'épouvanter, et elle préfère à sa vie l'honneur d'être une seule nuit l'épouse de votre majesté. Mais ne vous trompez pas, vizir, reprit le sultan. Demain, en vous remettant Scheherazade entre les mains, je prétends que vous lui ôtiez la vie. Si vous y manquez, je vous jure que je vous ferai mourir vous-même. Sire, repartit le vizir, mon cœur gémira, sans doute, en vous obéissant. Mais la nature aura beau murmurer, quoique père, je vous réponds d'un bras fidèle. Schahriar accepta l'offre de son ministre et il lui dit qu'il n'avait qu'à lui amener sa fille quand il lui plairait. Le grand vizir alla porter cette nouvelle à Scheherazade, qui la reçut avec autant de joie que si elle eût été la plus agréable du monde. Elle remercia son père de l'avoir si sensiblement obligé, et voyant qu'il était accablé de douleur, elle lui dit, pour le consoler, qu'elle espérait qu'il ne se repentirait pas de l'avoir marié avec le sultan, et qu'au contraire, il aurait sujet de s'en réjouir le reste de sa vie. Elle ne songea plus qu'à se mettre en état de paraître devant le sultan. Mais avant que de partir, elle prit sa sœur Dunyazad en particulier et lui dit « Ma chère sœur, j'ai besoin de votre secours dans une affaire très importante. Je vous prie de ne pas me la refuser. Mon père va me conduire chez le sultan pour être son épouse. Non, que cette nouvelle ne vous épouvante pas. Écoutez-moi seulement avec patience. Dès que je serai devant le sultan, je le supplierai de permettre que vous couchiez dans la chambre nuptiale, afin que je jouisse cette nuit encore de votre compagnie. Si j'obtiens cette grâce, comme je l'espère, souvenez-vous de m'éveiller demain matin 1 heure avant le jour et de m'adresser ces paroles. Ma sœur, si vous ne dormez pas, je vous supplie, en attendant le jour qui paraîtra bientôt, de me raconter un de ces beaux contes que vous savez. Aussitôt, je vous en conterai un, et je me flatte de délivrer par ce moyen tout le peuple de la consternation où il est. Dunyazad répondit à sa sœur qu'elle ferait avec plaisir ce qu'elle exigeait d'elle. L'heure de se coucher étant enfin venue, le grand vizir conduisit Scheherazade au palais et se retira après l'avoir introduite dans l'appartement du sultan. Ce prince ne se vit pas plus tôt avec elle, qui lui ordonna de se découvrir le visage. Il la trouva si belle qu'il en fut charmé. La coquetterie de tes yeux sertis de coule, la souplesse de ta taille flexible qui ondule, ta bouche et sa saveur d'un vin de miel, ta bonté d'un instant qui cède à ta rigueur, te font semblable, ô Scheherazade, à une vision de rêve. Elle n'est plus douce que le salut pour un homme aux abois. Non, prends garde à ces regards, car nul n'échappe à leur magie. Les yeux noirs, même fermés, sont plus tranchants que de blanches lames dégainées. Ne te fie pas à la douceur de ses propos. Comme les vapeurs de l'alcool, ils vous montent au cerveau. Si tendre est sa chair qu'une soie la fait saigner sous ton regard. Il y a si loin de son cou à ses chevilles cerclées d'anneaux. Si proche est le musc du parfum que son corps exhale. Mais s'apercevant que Scheherazade était en pleurs, Schahriar lui en demanda le sujet. « Sire, répondit-elle, j'ai une sœur que j'aime aussi tendrement que j'en suis aimée. Je souhaiterais qu'elle passât la nuit dans cette chambre pour la voir et lui dire adieu encore une fois. Voulez-vous bien que j'aie la consolation de lui donner ce dernier témoignage de mon amitié ?» Schahriar y ayant consenti, on alla chercher Dunyazad qui vint en diligence. Le sultan se coucha avec Scheherazade sur une estrade fort élevée, à la manière des monarques de l'Orient, et Dunyazad dans un lit qu'on lui avait préparé au bas de l'estrade. 1 heure avant le jour, Dunyazad, s'étant réveillée, ne manqua pas de faire ce que sa sœur lui avait recommandé.
Ma chère sœur, s'écria-t-elle, si vous ne dormez pas, je vous en supplie, en attendant le jour qui paraîtra bientôt, de me raconter un de ces contes agréables que vous savez. Hélas, ce sera peut-être la dernière fois que j'aurai ce plaisir. Scheherazade, au lieu de répondre à sa sœur, s'adressa au sultan. Sire, dit-elle, votre majesté veut-elle bien me permettre de donner cette satisfaction à ma sœur? Très volontiers, répondit le sultan. Alors Scheherazade dit à sa sœur d'écouter, et puis adressant la parole à Schahriar, elle commença de la sorte. Sire, dans la capitale d'un royaume de la Chine très riche et d'une vaste étendue, dont le nom ne me vient pas présentement à la mémoire, il y avait un tailleur nommé Mustapha, sans autre distinction que celle que sa profession lui donnait. Mustapha le tailleur était fort pauvre, et son travail lui produisait à peine de quoi le faire subsister, lui, sa femme et un fils que Dieu leur avait donné. Le fils, qui se nommait Aladin, avait été élevé d'une manière très négligée et qui lui avait fait contracter des inclinations vicieuses. Il était méchant, opiniâtre, désobéissant à son père et à sa mère. Sitôt qu'il fut un peu plus grand, ses parents ne le purent retenir à la maison. Il sortait dès le matin et il passait les journées à jouer dans les rues et dans les places publiques avec de petits vagabonds qui étaient même en dessous de son âge. Dès qu'il fut en âge d'apprendre un métier, son père, qui n'était pas en état de lui en faire apprendre un autre que le sien, le prit en sa boutique et commença à lui montrer de quelle manière il devait manier l'aiguille. Mais ni par douceur, ni par crainte d'aucun châtiment, il ne fut pas possible au père de fixer l'esprit volage de son fils. Cela lui fit beaucoup de peine, et le chagrin de ne pouvoir faire rentrer ce fils dans son devoir lui causa une maladie si opiniâtre qu'il en mourut au bout de quelques mois. Aladin, qui n'était plus retenu par la crainte d'un père et qui se souciait si peu de sa mère qu'il avait même la hardiesse de la menacer à la moindre remontrance qu'elle lui faisait, s'abandonna alors à un plein libertinage. Il continua ce train de vie jusqu'à l'âge de 15 ans, sans aucune ouverture d'esprit pour quoi que ce soit et sans réflexion à ce qu'il pourrait devenir un jour. Il était dans cette situation lorsqu'un jour qu'il jouait au milieu d'une place avec une troupe de vagabonds selon sa coutume, un étranger qui passait par cette place s'arrêta à le regarder. Cet étranger était un magicien insigne, que les auteurs qui ont écrit cette histoire nous font connaître sous le nom de magicien africain. C'est ainsi que nous l'appellerons, d'autant plus volontiers qu'il était véritablement d'Afrique et qu'il n'était arrivé que depuis 2 jours. Soit que le magicien africain qui se connaissait en physionomie eût remarqué dans le visage d'Aladin tout ce qui était absolument nécessaire pour l'exécution de ce qui avait fait le sujet de son voyage, ou autrement, il s'informa adroitement de sa famille, de ce qu'il était et de son inclination. Quand il fut instruit de tout ce qu'il souhaitait, il s'approcha du jeune homme et en le tirant à part à quelques pas de ses camarades. « Mon fils, lui demanda-t-il, votre père ne s'appelle-t-il pas Mustapha le tailleur ?»« Oui, monsieur, répondit Aladin. Mais il y a longtemps qu'il est mort ?» À ces paroles, le magicien africain se jeta au cou d'Aladin, l'embrassa et le baisa par plusieurs fois, les larmes aux yeux accompagnées de soupirs. Aladin, qui remarqua ces larmes, lui demanda quel sujet il avait de pleurer. « Oh mon fils !» s'écria le magicien africain. « Comment pourrais-je m'en empêcher ? Je suis votre oncle et votre père était mon frère. Il y a plusieurs années que je suis en voyage et dans le moment que j'arrive ici, avec l'espérance de le revoir et de lui donner la joie de mon retour, vous m'apprenez qu'il est mort. Je vous assure que c'est une douleur bien sensible pour moi de me voir privé de la consolation à laquelle je m'attendais. Mais ce qui soulage un peu mon affliction, c'est qu'autant que je puis m'en souvenir, je reconnais ces traits sur votre visage et je vois que je ne me suis pas trompée en m'adressant à vous. Il demanda à Aladin, en menant sa main à la bourse, où demeurait sa mère. Aussitôt, Aladin satisfit à sa demande et le magicien africain lui donna 2 pièces d'or en lui disant « Mon fils, allez trouver votre mère,
Faites-lui bien mes compliments et dites-lui que j'irai la voir ce soir et qu'elle achète de quoi souper afin que nous mangions ensemble. Cela me donnera consolation de voir le lieu où mon bon frère a vécu si longtemps et où il a fini ses jours. Dès que le magicien africain eut laissé le neveu qu'il venait de se faire lui-même, Aladin courut chez sa mère, bien joyeux de l'argent que son oncle venait de lui donner. « Ma mère, lui dit-il en arrivant, je vous prie de me dire si j'ai un oncle. »« Non, mon fils, lui répondit la mère, vous n'avez point d'oncle du côté de feu votre père, ni du mien. Je viens cependant, reprit Aladin, de voir un homme qui se dit mon oncle du côté de mon père, puisqu'il était son frère à ce qu'il m'a assuré. Il s'est même mis à pleurer et à m'embrasser quand je lui ai dit que mon père était mort. Et pour marquer que je dis la vérité, ajouta-t-il en lui montrant les 2 pièces d'or qu'il avait reçues, voilà ce qu'il m'a donné. Il m'a aussi chargé de vous saluer de sa part et de vous dire qu'il viendra souper ce soir pour voir en même temps la maison où mon père a vécu et où il est mort. Mon fils, repartit la mère, il est vrai que votre père avait un frère. Mais il y a longtemps qu'il est mort et je ne lui ai jamais entendu dire qu'il en eût un autre. Le soir, quoiqu'Aladin eût enseigné la maison au magicien africain, il était prêt néanmoins de sortir quand on frappa à la porte. Aladin ouvrit et il reconnut le magicien africain qui entra chargé de bouteilles de vin et de plusieurs sortes de fruits qu'il apportait pour le souper. Après que le magicien africain eut mis ce qu'il apportait entre les mains d'Aladin, il salua sa mère et il commença à s'entretenir avec elle. « Ma bonne sœur, lui disait-il, ne vous étonnez point de ne m'avoir pas vue tout le temps que vous avez été mariée avec mon frère, Mustapha. Il y a 40 ans que je suis sortie de ce pays qui est le mien, aussi bien que celui de feu mon frère. Depuis ce temps-là, après avoir voyagé dans les Indes, dans la Perse, dans l'Arabie, dans la Syrie, en Égypte, et séjourné dans les plus belles villes de ces pays-là, je passais en Afrique, où j'ai fait un plus long séjour. À la fin, comme il est naturel à l'homme, quelque éloigné qu'il soit du pays de sa naissance, de n'en perdre jamais la mémoire, non plus que de ses parents et de ceux avec qui il a été élevé, il m'a pris un désir si efficace de revoir le mien, de venir embrasser mon cher frère pendant que je me sentais encore assez de force et de courage pour entreprendre un aussi long voyage, que je n'ai pas différé à faire mes préparatifs et à me mettre en chemin. Je ne vous dis rien de la longueur du temps que j'y ai mis, de tous les obstacles que j'ai rencontrés et de toutes les fatigues que j'ai souffertes pour arriver jusqu'ici. Je vous dirai seulement que rien ne m'a mortifié et affligé davantage dans tous mes voyages que quand j'ai appris la mort d'un frère que j'avais toujours aimé et que j'aimais d'une amitié véritablement fraternelle. Mais il faut louer Dieu de chaque chose. Je me console de les retrouver dans un fils qui en conserve les traits les plus remarquables. Le magicien africain, qui s'aperçut que la mère d'Aladin s'attendrissait sur le souvenir de son mari en renouvelant sa douleur, changea de discours et en se tournant du côté d'Aladin, il lui demanda son nom. « Je m'appelle Aladin, lui dit-il. »« Eh bien, Aladin, reprit le magicien, à quoi vous occupez-vous ? Savez-vous quelque métier ? » À cette demande, Aladin baissa les yeux et fut déconcerté. Mais sa mère, en prenant la parole, « Aladin, dit-elle, est un feignant. Son père a fait tout son possible pendant qu'il vivait pour lui apprendre son métier, et il n'a pu en venir à bout. Et depuis qu'il est mort, nonobstant tout ce que j'ai pu lui dire, et ce que je lui répète chaque jour, il ne fait autre métier que de faire le vagabond et passer tout son temps à jouer avec les enfants, comme vous l'avez vu, sans considérer qu'il n'est plus un enfant lui-même. Pour moi, je suis résolue de lui fermer la porte un de ces jours et de l'envoyer chercher du pain ailleurs. » Après que la mère d'Aladin eut achevé ses paroles en fondant en larmes, le magicien africain dit à Aladin « Cela n'est pas bien, mon neveu. Il faut songer à vous aider vous-même et à gagner votre vie. Si vous avez de la répugnance pour apprendre un métier, continua-t-il, et que vous vouliez être honnête homme, je vous lèverai une boutique garnie de riches étoffes et de toiles fines. Vous vous mettrez en état de les vendre, et de l'argent que vous en ferez, vous achèterez d'autres marchandises, et de cette manière, vous vivrez honorablement. Consultez-vous vous-même, et dites-moi franchement ce que vous en pensez.
vous me trouverez toujours prêt à tenir ma promesse. Aladin marqua au magicien africain, qu'il regardait comme son oncle, qu'il lui serait obligé toute sa vie du bien qu'il voulait lui faire. « Puisque cette profession vous agrée, reprit le magicien africain, je vous mènerai demain avec moi et je vous ferai habiller proprement et richement, conformément à l'état d'un des plus gros marchands de cette ville. Et après-demain, nous songerons à vous lever une boutique de la manière que je l'entends. » La mère d'Aladin, qui n'avait pas cru jusqu'alors que le magicien africain fût frère de son mari, n'en douta nullement après tout le bien qu'il promettait de faire à son fils. La conversation roula sur le même sujet pendant tout le repas, jusqu'à ce que le magicien, qui vit que la nuit était avancée, prit congé de la mère et du fils. Le lendemain, Aladin se leva et s'habilla de grand matin pour être prêt à partir quand son oncle viendrait le prendre. Après avoir attendu longtemps, à ce qu'il lui semblait, l'impatience lui fit ouvrir la porte et se tenir sur le pas pour voir s'il ne le verrait point. Dès qu'il l'aperçut, il en avertit sa mère et en prenant congé d'elle, il ferma la porte et courut à lui pour le joindre. « Allons, mon cher enfant, lui dit-il d'un air riant, je veux vous faire voir aujourd'hui de belles choses. » Il le mena par une grande porte qui conduisait à de grandes et belles maisons, ou plutôt à des palais magnifiques qui avaient chacun de très beaux jardins dont les entrées étaient libres. À chaque palais qu'il rencontrait, il demandait à Aladin s'il le trouvait beau. Et Aladin, en le prévenant quand un autre se présentait, « Mon oncle, disait-il, en voici un plus beau que ceux que nous venons de voir. » Cependant, ils avançaient toujours plus avant dans la campagne. Insensiblement, le magicien mena Aladin assez loin au-delà des jardins et lui fit traverser des campagnes qui le conduisirent jusque assez près des montagnes. Aladin, qui de sa vie n'avait fait tant de chemin, se sentit fort fatigué d'une si longue marche. « Mon oncle, dit-il au magicien africain, où allons-nous ? Nous avons laissé les jardins bien loin derrière nous et je ne vois plus que des montagnes. Si nous avançons plus loin, je ne sais si j'aurai assez de force pour retourner jusqu'en ville. »« Prenez courage, mon neveu, lui dit le faux oncle. Je veux vous faire voir un autre jardin qui surpasse tous ceux que vous venez de voir. Il n'est pas loin d'ici, il n'y a qu'un pas. Et quand nous y serons arrivés, vous me direz vous-même si vous ne seriez pas fâché de ne l'avoir pas vu après vous en être approché si près. » Aladin se laissa persuader, et le magicien le mena encore fort loin, en l'entretenant de différentes histoires amusantes pour lui rendre le chemin moins ennuyeux et la fatigue plus supportable. Ils arrivèrent enfin entre deux montagnes, d'une hauteur médiocre et à peu près égale, séparées par un vallon de très peu de largeur. C'était là l'endroit remarquable où le magicien africain avait voulu amener Aladin pour l'exécution d'un grand dessein qu'il avait fait venir de l'extrémité de l'Afrique jusqu'à la Chine. « Nous n'allons pas plus loin, dit-il à Aladin. Je veux vous faire voir ici des choses extraordinaires et inconnues à tous les mortels. Et quand vous les aurez vues, vous me remercierez d'avoir été témoin de tant de merveilles que personne au monde n'aura vu que vous. Pendant que je vais battre le fusil, amasser de toutes les broussailles que vous voyez, celles qui seront les plus sèches, afin d'allumer le feu. » Il y avait une si grande quantité de ces broussailles qu'Aladin en eut bientôt fait un amas plus que suffisant dans le temps que le magicien allumait l'allumette. Il y mit le feu, et dans le moment que les broussailles s'enflammèrent, le magicien africain y jeta d'un parfum qu'il avait tout près. Il s'éleva une fumée fort épaisse, qu'il détourna de côté et d'autre, en prononçant des paroles magiques auxquelles Aladin ne comprit rien. Dans le même moment, la terre trembla un peu et s'ouvrit en cet endroit, et fit voir à découvert une pierre d'environ 1,5 mètre carré et d'environ 1 pied de profondeur, posée horizontalement avec un anneau de bronze scellé dans le milieu pour s'en servir à la lever. Aladin, effrayé de tout ce qui se passait à ses yeux, eut peur, et il voulut prendre la fuite, mais il était nécessaire à ce mystère. Et le magicien le retint et le gronda fort en lui donnant un soufflet si fortement appliqué qu'il le jeta par terre, et que peu s'en fallut qu'il ne lui enfonça les dents de devant dans la bouche, comme il parut par le sang qui en sortit, le pauvre Aladin tout tremblant et les larmes aux yeux.
Scheherazade, en cet endroit, s'apercevant qu'il était jour, et sachant que le sultan se levait de grand matin pour faire sa prière et tenir son conseil, cessa de parler. « Bon Dieu, ma sœur, dit alors Dunyazad, que votre conte est merveilleux. La suite en est encore plus surprenante, répondit Scheherazade, et vous en tomberiez d'accord si le sultan voulait me laisser vivre encore aujourd'hui et me donner la permission de vous la raconter la nuit prochaine. Shahriar, qui avait écouté Scheherazade avec plaisir, dit en lui-même « J'attendrai jusqu'à demain, je la ferai toujours bien mourir quand j'aurai entendu la fin de ce conte. » Ayant donc pris la résolution de ne pas faire ôter la vie à Scheherazade ce jour-là, il se leva pour faire sa prière et aller au conseil. Pendant ce temps-là, le grand vizir était dans une inquiétude cruelle. Au lieu de goûter la douceur du sommeil, il avait passé la nuit à soupirer et à plaindre le sort de sa fille, dont il devait être le bourreau. Les ténèbres m'entourent. Mes pleurs coulent sans fin. Et les flammes d'amour paternel ont consumé mon cœur. Interrogez ma nuit. Elle vous apprendra que je l'ai passée entre tristesse et souffrance. Je surveille les astres tel un pâtre et son troupeau. Et ma larme coule aussi gros qu'un grelon. Je reste seule et délaissée, comme une âme en peine. Tout est prêt. Je le vois. Le tapis, le sabre, le bourreau. Et je crie. C'est trop d'indignité et c'est trop de misère. Autour de moi, aucun secours. Ma vie prend fin ici. Voici venue l'heure de mon destin. Ma fille, si seulement mon merci était à la hauteur de tes bienfaits. Tous les bonheurs d'un père, tu m'en as comblé. Toute ma vie, je te remercierai. Et si je meurs, dans la tombe, mes os te rendront grâce encore. Mon Dieu! Mais si, dans cette triste attente, il craignait la vue du sultan, il fut agréablement surpris lorsqu'il vit que ce prince entrait au conseil sans lui donner l'ordre funeste qu'il en attendait. Le sultan, selon sa coutume, passa la journée à régler les affaires de son empire. Et quand la nuit fut venue, il retrouva encore Scheherazade. Le lendemain, avant que le jour parût, Dunyazad ne manqua pas de s'adresser à sa sœur et de lui dire « Ma sœur, si vous ne dormez pas, je vous supplie, en attendant le jour qui paraîtra bientôt, de continuer le conte d'hier. » Le sultan n'attendit pas que Scheherazade lui en demandât la permission. « Achevez, lui dit-il, le conte d'Aladin et la lampe merveilleuse. Je suis curieux d'en entendre la fin. » Alors Scheherazade prit la parole et continua son conte.
Comme Scheherazade, je m'arrête ici, mais retrouvez-nous samedi prochain, samedi 28 novembre, à 22h, pour la suite de nos aventures.